me réjouis de ce débat. Je vais vous présenter l'examen périodique universel, qui est un thème qui peut tenir le temps de nos échanges. Mais je choisis de vous présenter 5 grands points. Donc je ferai un bref rappel historique. Je dirai ensuite qu'est-ce que c'est que l'examen périodique universel. J'expliquerai comment est-ce qu'il fonctionne et quel bilan peut-on en faire à ce stade. Et je finirai naturellement par une petite conclusion. Alors, le bref rappel historique. Il faut noter que de 1946 à 2006, dans le cadre des Nations Unies, la promotion et la protection des droits de l'homme étaient toujours assurées dans le cadre de la Commission des droits de l'homme, qui en 60 ans a fait un travail très remarquable, mais qui commençait quand même à poser un certain nombre de limites et de failles qui mettaient en cause la crédibilité de l'institution. Il fallait dès lors envisager des réformes profondes, lesquelles ont été menées sous l'égide de M. Kofi Annan, à l'époque secrétaire général des Nations Unies, et ces réformes ont conduit à la création du Conseil des droits de l'homme, qui a été adopté le 15 mars 2006 à travers la résolution 60-251. Et cette institution, ce Conseil des droits de l'homme, nouvellement créé, s'est doté d'un certain nombre de mécanismes. Il y en a plusieurs, j'en évoque principalement 3. Il y a le mécanisme des procédures spéciales qui peut être thématique ou par pays. Il y a ensuite le mécanisme du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, qui est un groupe de réflexion composé d'experts indépendants sous la direction du Conseil qui émettent des avis, entre autres. Et il y a finalement ce mécanisme central qui est l'examen périodique universel. Donc ceci précisé, qu'est-ce que c'est que l'EPU? Eh bien, il faut savoir que le grand principe de l'EPU, c'est que chaque État membre des Nations Unies doit se soumettre tous les 4 ans et demi à un examen durant lequel les autres États membres analysent et mettent en lumière la situation des droits de l'homme sur son territoire. Donc, de ce grand principe, on peut naturellement comprendre que l'examen périodique universel poursuit des buts, repose sur des principes, mais aussi traduit une certaine vision. Et je vois donc rapidement les buts de l'examen périodique universel. Il y en a 6 généralement. Un des buts, donc, c'est d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain. L'autre but, c'est de renforcer les capacités des États. Le troisième, mettre en commun les meilleures pratiques entre les États et les autres parties prenantes, telles que la société civile par exemple. Le quatrième, c'est de soutenir la coopération pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Cinquième, encourager à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme et les autres organes relatifs aux droits de l'homme. Donc il faut encourager cette coopération-là entre les différents acteurs. Et enfin, il faut faire en sorte que les États respectent les engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Donc tels sont les principaux buts que poursuit l'examen périodique universel. Il repose aussi sur des principes. Il y en a plusieurs, j'en retiens aussi principalement 6. Le premier, c'est de promouvoir l'universalité, l'interdépendance, l'indivisibilité et l'indissociabilité de tous les droits de l'homme. Donc maintenant, on met tous les droits de l'homme sur le même pied, pas comme ça a été dans le passé, où on donnait de la priorité, on avait cette liberté de donner une priorité à certains droits par rapport à d'autres. Non, là, on met tous les droits sur le même niveau. Le deuxième objectif, principe, c'est d'être un mécanisme coopératif, reposant sur des informations objectives et dignes de foi et sur le dialogue. Donc c'est un travail assez sérieux, il ne s'agit pas d'aller cueillir des informations qui n'ont pas de sources, mais il faut être donc, il y a la bonne foi qui est au cœur, on estime qu'il faut trouver des informations qui sont crédibles. Et le troisième aspect, c'est que les pays doivent constituer un principe, un processus intergouvernemental animé par les membres de l'Organisation des Nations Unies et orienté vers l'action. Donc c'est une démarche très active. Et ensuite, il doit être mené d'une façon objective, transparente, non sélective, constructive, non politisé et sans confrontation. Donc un noble principe. Et donc l'avant-dernier, il doit intégrer pleinement une perspective de genre, donc donner la chance aussi en général aux femmes d'avoir leur place dans ce mécanisme. Et enfin, il doit garantir la participation de toutes les parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales. Et la vision, il y a 3 grands aspects dans la vision. Donc l'examen, donc une vision que je trouve d'ailleurs très assumée. Le premier aspect, donc, c'est que l'examen périodique universel est un processus, est un cycle, c'est voulu. Ça veut dire que chaque 4 ans et demi, chaque État membre des Nations Unies doit être soumis à cet examen individuel. Alors le pays est aussi basé sur la coopération, au lieu de la confrontation ou de l'accusation, comme c'était le cas à l'époque, il y avait les plus forts et puis il y avait les plus faibles. Et enfin, le dernier aspect, c'est que le pays est basé sur une idée de responsabilité. Notre responsabilité internationale et collective à tous de travailler à améliorer la situation des droits de l'homme, tous les droits de l'homme dans toutes les régions du monde, sans exception. Ceci précisé,
on peut maintenant entrer concrètement dans le mécanisme en envisageant son fonctionnement. Alors, comment fonctionne l'examen périodique universel? Il faut savoir que c'est un processus qui s'étale sur 3 temps, sur 3 phases. Il y a une phase avant, donc il y a une phase de collecte d'informations, de documentation. Il y a une phase pendant, qui est l'examen en lui-même, qui comporte une dimension présentielle, une dimension physique, ici à Genève, on en parlera. Et il y a la dimension, la phase après, qui est la mise en œuvre et le suivi. Alors, on va prendre la première phase, on va parler donc de la documentation. Alors, la documentation ou la collecte d'informations, elle met en jeu 3 acteurs principaux. Il y a d'abord l'État qui sera examiné, donc en l'occurrence le Togo, comme le cas ce matin. Il y a ensuite le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et il y a enfin les autres parties prenantes, telles que la société civile, donc les ONG, les milieux académiques. Eh bien, au niveau d'abord de l'État, qu'est-ce qui va se passer? L'État qui va être examiné quelques mois en arrière mène des concertations. En tout cas, le Conseil encourage cela vivement, devrait mener des consultations en interne avec toutes les parties prenantes. Et sur la base de ces informations et avec la réalité de l'État en question, un rapport national sera établi. Et c'est ce rapport qui va faire l'objet donc de l'examen et il ne devrait pas dépasser 20 pages. Au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, il y a aussi un rapport qui sera établi qui ne doit pas dépasser 10 pages. Et ce rapport, en fait, ce sont les informations qui ont été fournies par les agences, les mécanismes, les organes des Nations Unies, et bien qui remontent. Et ce rapport, donc, sur la situation du pays, et ce rapport donc, va faire l'objet d'un document de 10 pages qui sera soumis à l'examen. Et finalement, il y a le 3e document qui est élaboré quand même par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais qui regroupe toutes les informations, toutes les communications qui sont transmises par les ONG qui sont sur le terrain, donc qui connaissent un peu les réalités et qui envoient les communications. Et là, ça sera un document à part qui ne doit pas non plus dépasser 10 pages. Et puis, après cette phase donc, de documentation, nous sommes dans l'examen à proprement parler, et comme je disais tantôt, donc, il y a une phase présentielle, quelques éléments rapidement. Il faut savoir que cet examen a lieu à Genève, donc ici, à l'Office des Nations Unies. Et donc, la session elle dure 2 semaines, et durant lesquelles il y a 14 États qui sont examinés. Elle a lieu 3 fois dans l'année, ce qui correspond à 48 États examinés par an. Et puis, elle est menée au sein d'un groupe de travail qui est composé de 47 États membres du Conseil, présidé par le président du Conseil des droits de l'homme. Et enfin, il faut savoir que cet examen aussi comporte des rapporteurs, donc ils sont au nombre de 3, et on appelle ça communément la Troïka, et c'est eux qui sont chargés de faciliter l'examen, de rédiger le rapport de toutes les discussions. Dans le cas du Togo, il me semble que la Troïka donc, était composée de la Suisse, du Panama et de l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, cette Troïka donc, facilite les travaux. Et puis, il y a la possibilité pour la Troïka aussi, quelques mois en arrière, de recevoir des questions que les États ont personnellement envie de poser à l'État qui sera examiné. Donc, la Troïka collecte toutes ces questions qu'elle fera donc, qu'elle adressera à l'État qui sera examiné. Puis vient maintenant une dimension que je qualifierais d'opérationnelle. Alors, elle se passe en 3 grands moments. Donc, le premier moment, c'est ce qu'on appelle le dialogue interactif. Le deuxième moment, ça va être l'adoption du rapport par les 47 États, parce qu'il faut dire qu'à la base, l'examen est fait devant 47 États, donc le groupe de travail. Et puis il y a une 3e phase qui sera l'adoption de ce rapport-là en plénière. Donc on va examiner ces 3 étapes, cas après cas. Premier cas, donc c'est le dialogue interactif au sein du groupe de travail. Alors ici, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? L'État qui va être examiné, donc le Togo, comme ça s'est passé pour ce matin, eh bien, je crois que c'est un des ministres qui était là, donc il vient avec le rapport dont j'ai parlé tantôt, le rapport de 20 pages qu'il va soumettre. Donc, il présente son rapport, il explique ce qui s'est passé entre-temps, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réalisé, quelles sont les difficultés et quels sont les engagements éventuellement qu'il voudrait faire pour la suite. Et éventuellement, il tire une conclusion. Après, donc, le responsable de l'État s'exprime. En deuxième phase, c'est les autres États, donc les 47 membres, qui prennent la parole et qui font des recommandations, donnent leur avis, posent éventuellement des questions. Et en 3e lieu, l'État examiné reprend la parole et donne son avis sur les recommandations qui ont été faites et annonce quelques engagements qu'il voudrait bien prendre pour l'avenir. Donc là, c'est la phase dialogue interactif. Alors, une fois que cela est fait, donc 48 heures après, dans le cas du groupe de travail, eh bien, il y a, dans ce groupe de travail de 47 États,
va examiner d'abord ce rapport. Donc, je précisais que c'est la Troïka qui rédige ce rapport, qui va être donc soumis au groupe de travail. Et s'il est adopté, on passe maintenant à la troisième phase, qui est donc l'adoption du rapport par le Conseil en séance plénière. Et dans ce cas, donc c'est l'État examiné encore une fois, qui prend la parole, qui fait le tour de tout ce qui a été discuté, qui explique les recommandations qu'elle accepte et les recommandations qu'elle note. Il faut peut-être préciser ici que théoriquement, un État n'a pas la possibilité de rejeter une recommandation. Voilà. Il y a deux possibilités. Ou bien l'État l'accepte, donc elle s'engage à la mettre en œuvre, la recommandation, ou bien l'État note juste la recommandation, quitte à y revenir là-dessus. Donc que l'État s'exprime. Encore une fois, les autres États ont la possibilité, les autres États, les États observateurs, les agences de l'ONU peuvent s'exprimer encore, faire des commentaires, tirer des conclusions. Et dans cette phase plénière, la société civile intervient, les ONG ont la possibilité de faire des déclarations, donc de prendre la parole et de dire ce qu'elles pensent aussi. Et une fois que ça c'est fait, nous arrivons à la troisième phase, qui est la phase de mise en œuvre. Donc l'examen, physiquement, donc l'aspect présentiel est fini. On passe maintenant à la mise en œuvre. Au niveau de la mise en œuvre, il y a peut-être trois grands points à retenir. Donc cette mise en œuvre, dans un premier temps, elle relève la responsabilité de l'État qui a été examiné. Donc il y a des recommandations qui ont été faites, donc l'État a délibérément choisi les recommandations qu'elle va mettre en œuvre. Donc ça c'est noté. Et puis l'autre aspect, c'est que d'autres acteurs tels que la société civile aussi peuvent contribuer à cette mise en œuvre ou faire le suivi. Et je crois que notre ami justement est dans cette logique justement du suivi. Et dans un deuxième temps, il faut dire que la communauté internationale aussi a cette possibilité de contribuer à la mise en œuvre et au suivi par ce qu'on appelle le renforcement des capacités des États et par l'assistance technique, parce que parfois il y a la volonté politique, mais il y a des compétences qui manquent, il y a le nerf de la guerre qui manque, et il y a d'autres aspects techniques qui manquent. Donc la communauté internationale a cette responsabilité d'aider les États à mettre en œuvre les engagements. Et puis un troisième cas, s'il arrivait une hypothèse dans laquelle un État refuse de coopérer avec l'examen périodique universel, donc refuse de se soumettre à l'examen, et bien exceptionnellement dans cette hypothèse, le Conseil des droits de l'homme pourra se pencher sur ce cas de non-coopération. Ce qu'il faut préciser à ce stade, c'est que le Conseil des droits de l'homme n'a pas un pouvoir contraignant en tant que tel. Alors, ceci dit, à ce stade, quel bilan peut-on faire de l'examen périodique universel? Alors, parler du bilan, c'est peut-être un peu trop prématuré. Quand on connaît la vie des institutions, l'examen périodique en lui-même n'a même pas encore 10 bonnes années. Voilà. Mais quand même, sur l'aune de la pratique, par rapport à ce qui s'est passé jusque-là, on a quand même quelques idées déjà qu'on peut faire ressortir. Et là, j'en note plusieurs. Donc, ce qu'il faut noter dans un premier temps, c'est qu'avec son deuxième cycle qui s'achève, donc là, il y a eu le premier cycle, il y a eu le deuxième cycle fini, cette fois-ci, avec par exemple le Togo et puis les États qui sont examinés. Et ensuite, le troisième cycle va commencer. Donc, ce qui est intéressant dans ces deux cycles qui viennent de finir, c'est que la procédure de l'EPI est de plus en plus précise. On voit que la machine est désormais bien rodée. Il n'y a plus d'hésitation, comme dans les tout débuts où voilà, on ne savait pas trop. Mais maintenant, quand même, c'est un mécanisme qui est en train d'être approprié par les différents acteurs. Ça, je considère que c'est un point positif. L'autre aspect qu'il faut noter, c'est que tous les pays membres, sans exception, ont été soumis au même examen dans les mêmes conditions. Donc, il s'agit là d'un traitement équitable, qui est une valeur ajoutée pour la défense des droits de l'homme. Voilà, qu'on soit puissant, un État fort ou un État faible, tout le monde y passe. Et chacun est appelé à passer devant l'examen, ce qui est donc intéressant. Et enfin, le dernier aspect, avant-dernier aspect sur cet aspect, c'est que les politiques et les pratiques nationales de tous les États membres des Nations Unies en matière de droits humains sont désormais connues de tous. Je note aussi que l'EPU Info, qui est une ONG qui fait la promotion de l'examen périodique universel, a mené une étude très intéressante. Cette étude, elle portait sur le niveau de mise en œuvre des recommandations dans 165 pays. Et cette étude conclut qu'une recommandation sur 2 a été soit entièrement, soit partiellement mise en œuvre 3 ans après l'EPU. Ce qui est une avancée et aussi un signe d'espoir. Un grand nombre de réalisations dans le domaine des droits de l'homme n'aurait pas été possible sans l'examen périodique universel. Et enfin, certains États prennent l'initiative de soumettre des rapports volontaires à mi-parcours, ce qui est une bonne pratique et un bon sens de la responsabilité. Entre deux examens, il n'y a pas un mécanisme de suivi formel. Voilà. Mais certains États prennent l'initiative par eux-mêmes de soumettre un rapport à mi-parcours
Et ça, voilà, ça reste un aspect très intéressant. Une bonne pratique qui devrait être suivie par les autres États. Ben voilà, on ne va pas quand même tomber dans l'angélisme. Voilà, il y a quand même quelques petites limites. J'en note principalement 3. C'est que la première difficulté, c'est que l'examen périodique universel reste un mécanisme intergouvernemental. Ça reste un fait. Et dans le déroulement de la procédure, certaines pratiques relèvent plus de la censure à l'endroit des ONG ou quand même comment j'appelle ça, de la complaisance entre États. Les questions qui sont posées par les autres États, à travers, donc, j'en avais parlé, à travers donc la Troïka, donc ce groupe de 3 rapporteurs, eh bien, ces questions ne reçoivent pas toujours des réponses. Ou parfois, il y a des réponses, mais elles sont assez rapides. Donc ça reste quand même un écueil. Et le manque d'un mécanisme de suivi formel, j'en parlais tantôt, donc ça reste quand même une des limites, des grandes limites de ce système. Et donc ce qu'il faudrait, c'est d'essayer d'institutionnaliser un mécanisme de suivi, soit au niveau international, voilà, ce qui n'est pas peut-être pour demain, mais au niveau national, c'est peut-être possible au niveau des États, de mettre en place, d'institutionnaliser un mécanisme qui permet de faire des suivis. J'arrive à ce stade à ma conclusion. Je souligne 4 points rapidement. Le premier aspect, c'est que j'estime que l'examen périodique universel présente un grand espoir pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Ce mécanisme, il n'existait pas avant, en tout cas sous ce format. Et tout le temps, donc ces quelques 9 ans qu'il est là, on voit quand même les évolutions qu'il y a eu. Donc ce qui reste quand même un signe d'espoir. Le deuxième point de conclusion, c'est que c'est un mécanisme quand même qui est relativement jeune, qu'il faut accompagner avec plus de volonté politique internationale et aussi citoyenne. Chacun d'entre nous peut, à son modeste niveau, contribuer justement à l'animation de ce mécanisme. Alors, conformément à l'esprit de l'EPI, il est de notre responsabilité à tous, que ce soit les États, que ce soit la société civile, que ce soit les citoyens, de travailler main dans la main en partageant nos expériences, nos idées et nos bonnes pratiques, en nouant des partenariats. C'est un aspect très fondamental de mon point de vue. Et je termine en disant que les institutions et les mécanismes sont à l'image des personnes qui les animent. Si une institution en elle-même n'est pas meilleure, mais c'est les personnes qui animent les institutions qui donnent du sens aux institutions. Donc, si nous sommes meilleurs et que nous travaillons dans ce sens-là, eh bien, l'examen périodique universel, qui reste un outil spécial, que, comme je l'ai souligné, eh bien, il s'améliorera aussi. Et c'est dans ce cadre que je félicite cette initiative. Et je conclue par là, en vous remerciant encore une fois de plus pour votre attention.